J'ai ici une tier list qui va de D, donc ne l'achetez pas, à S, à savoir achat obligatoire. On sait tous que le powerlifting demande pas mal d'investissement dans le matériel, mais est-ce que tout est vraiment nécessaire ? Si vous êtes familier avec le powerlifting ou le sport de manière générale, vous savez qu'un animal de compagnie ça sert à rien, alors qu'un corps fonctionnel à l'inverse, c'est un peu obligatoire. Dans cette vidéo, je vais classer le matériel idéal du powerlifter, du plus utile au moins utile, pour que vous puissiez savoir exactement où investir votre argent. Surtout qu'après Noël, on est fauché. On va commencer par la partie textile, si je puis dire, et on va commencer par les genouillères. Les genouillères, c'est quasiment un indispensable. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va forcément vous rajouter une vingtaine de kilos sur la barre, mais il y a deux avantages à avoir des genouillères. Déjà, le premier, c'est que vu que c'est en néoprène, c'est quand même un peu élastique, et donc, mine de rien, ça vous rajoute des kilos sur la barre, quoi qu'on en dise. Le deuxième aspect, c'est l'aspect du ressenti. Moi j'aime bien les genouillères parce que ça me permet de savoir où est-ce que je suis, où est-ce que mon bassin est par rapport à mes genoux en fait, quel est l'angle de mes genoux. Certains vont dire que ça aide à la sécurité au niveau du genou. J'avoue que j'ai pas d'informations là-dessus, je connais pas d'études scientifiques qui montrent cet aspect-là, donc là-dessus je peux pas vraiment me prononcer. En tout cas, les genouillères c'est un bon achat, donc je vais le mettre en, disons, en A. Ensuite vient la ceinture. La ceinture, c'est exceptionnel. C'est le seul matériel qui va vraiment vous faire prendre des kilos sur une barre, et en faisant pas grand chose en réalité. La ceinture, donc, ça vous permet d'avoir un bracing beaucoup plus solide. Il y a un des avantages à ça, c'est qu'il faut savoir faire un bracing, et faire un bracing correct. Et ça, malheureusement, pas tout le monde y arrive. Si vous vous dites que vous allez mettre une ceinture et que ça va vous mettre des kilos sur la barre sans rien faire, bah c'est pas le cas. C'est pas le cas, et en fait, elle va servir à rien, là. Une ceinture, ça va vous aider énormément si vous savez correctement l'utiliser. Et donc à ce titre, je vais pas la mettre en S parce que si vous savez pas l'utiliser, bah vous allez rien gagner. Donc je vais la mettre juste en dessous en A, voire à peu près A+. Ensuite, nous avons les bandes de poignet, majoritairement utilisées au coucher et au squat. Les bandes de poignet sont pour moi purement optionnelles. C'est pas ça qui va vous faire prendre 10 kg sur une barre, mais ça a un inconvénient majeur, c'est que c'est plus agréable sur les poignets si vous avez beaucoup de couchers ou vous avez beaucoup de mouvements de presse. Ça peut être très aidant au niveau de l'inconfort sur les poignets. Et sur le squat, c'est pareil, on a tendance à oublier, mais on a en général une grosse extension du poignet, et donc les bandes aident quand même bien pour ça. Donc à ce titre, je vais les mettre en B, non pas parce que c'est pas bien, mais parce que ça n'aide pas à avoir des kilos en plus. Donc si votre but c'est le matériel indispensable, les bandes n'en font pas partie. Nous avons ensuite les sangles de deadlift. Alors, c'est simple, si jamais vous faites de la compétition powerlifting, vous n'avez pas le droit. C'est pas autorisé, vous avez droit à plusieurs types de prises, double pronation, prise mixte, double supination, qui fait ça, ou en hook grip, ça c'est autorisé, mais les sangles ne sont pas autorisées. Par contre, c'est vrai que c'est très utile pour tout un tas de mouvements, notamment pour ceux qui pratiquent le hook grip, donc avec le pouce. Ça peut vous soulager sur vos back-off et sur vos séries d'échauffement. Parce que le hook grip, moi-même je sais, j'en pratique, ça fait extrêmement mal, on va pas se mentir, ça fait extrêmement mal, et donc avoir des sangles, ça soulage un peu cette douleur. À ce titre, je vais les mettre en A. Étonnamment même si... Là où si vous pratiquez du deadlift en prise mixte, potentiellement que vous allez moins en avoir besoin. Donc finalement, je crois que je vais les descendre un peu, je vais les mettre en B. Ensuite, nous avons le singlet. Le singlet est une tenue obligatoire si vous voulez faire de la compétition de powerlifting. En tout cas, dans l'IPF. Est-ce que ça rajoute des kilos ? Non. Est-ce que c'est utile ? Non. Ça change en réalité rien, à part que vous avez un autre t-shirt, quoi. C'est en gros ça, hein, c'est pas grand chose de plus. Il n'y a pas d'adhérence supplémentaire, il n'y a rien de tout ça. Éventuellement, si vous prenez un singlet un peu serré, ça peut faire élastique, peut-être. Mais non, c'est parce que c'est obligatoire, si vous faites de la compétition. Et parce que quand même, bon, ça va être un peu controversé, mais moi je trouve que ça a du charme. Ensuite, nous avons les chaussures d'haltérophilie. C'est excellent si vous voulez avoir plus d'amplitude au squat et que vous avez naturellement des fémurs plutôt longs. En fait, ça va mettre moins d'extension au niveau de la cheville, et donc pour ceux qui auraient une souplesse de cheville assez réduite, on va dire, ça vous permet d'avoir l'amplitude pour faire un squat complet. Sinon, vous allez vous arrêter avant la parallèle. Et non seulement s'arrêter avant la parallèle, c'est selon moi un manque de gain potentiel musculaire évident, mais c'est aussi pas les règles de l'IPF. Encore une fois, si vous voulez faire de la compétition, c'est
en dessous de la parallèle. Donc, c'est excellent pour certains types de personnes, voire obligatoire, et c'est pas forcément le cas pour d'autres. Par contre, si vous voulez faire du squat plus en renfort quadriceps, par exemple en high bar, les chaussures d'haltérophilie sont une très bonne idée en réalité. Donc je vais les mettre en B. Ensuite, on a les chaussons anti-slipper. Donc c'est en général utilisé au deadlift et au coucher. Au coucher parce que ça vous permet de ne pas glisser quand vous faites votre leg drive. Donc ça c'est plutôt très utile. Et au deadlift parce qu'il n'y a pas de semelle. Et donc vous êtes proche du sol. En général, on dit que l'idéal pour faire du deadlift, c'est de le faire pieds nus. Mais encore une fois, en compétition, c'est pas autorisé. Donc à ce titre, les chaussons anti-slipper, très utiles, pas nécessaires. Par exemple, moi je deadlift avec des ASICS, ça va bien. Je fais du haut couché avec des ASICS, ça va bien. Même si ça glisse de temps en temps, ça va bien, globalement. Donc je vais les mettre en B. Les chaussettes de deadlift. Ça va vous apporter une classe évidente, une classe de rugbyman, clairement, et ça va vous donner un petit confort supplémentaire, parce que quand vous faites du deadlift, il faut que la barre frotte contre les tibias, et donc ça fait mal. Et donc les chaussettes empêchent ça. Est-ce que c'est utile ? Non. Selon moi, c'est... J'ai pas envie d'être désagréable, mais c'est pas nécessaire. Si vous voulez commencer et que vous êtes sur un budget assez short, non, c'est pas nécessaire. C'est comme le singlet, si vous avez un budget serré, ça sert à rien. Donc, C. Je vous interromps quelques instants pour vous dire plusieurs choses. Déjà, ça y est, je suis enfin sur Instagram. J'essaierai d'être actif et de vous poster des choses quotidiennement pour que vous puissiez ne pas vous ennuyer. Alors je vous mets le lien dans la description, allez y faire un tour et j'espère que vous ne serez pas déçus. La suite qui est encore plus importante que le compte Instagram arrive juste après. Maintenant, on va passer à tout ce qui est rack, disque et la fonte en général, en fait. Pour ce qui est du rack olympique, donc un banc et un rack, est-ce que c'est utile ? Évidemment. C'est excellent, il y a beaucoup plus d'ajustements, donc c'est très personnalisable. Le banc est fixé, donc il n'y a pas de décalage. Et surtout, le banc est fantastique. Il est mou, il colle. Typiquement, moi j'ai un banc chez moi qui est dur et glissant, je suis obligé de faire mon coucher torse nu. Mais là, avec ces bancs-là, c'est une autre histoire. Donc, excellent, mais je pars du principe que tout ce qui est rack et banc, c'est pas nécessaire d'avoir une évolution dessus tant qu'ils tiennent des charges que vous mettez dessus. Typiquement, avoir un banc et un rack calibré pour l'IPF, ça va faire grosso modo le même job qu'un autre rack de chez Decathlon, quoi. Donc, à ce titre, je vais les mettre en C. Maintenant, on va arriver sur les choses un peu plus croustillantes. Les barres olympiques. Pour ceux qui savent pas, il y a 3 modèles de barres. Il y a les barres rigides, en général les moins chères, et une fois que vous arrivez aux limites de cette barre, donc que vous mettez trop lourd dessus, ça casse. C'est pas le top niveau sécu, quoi. Ensuite, vous avez les barres souples, les barres éléphants ou les barres de deadlift, c'est pareil. Celles-là sont très pliables et très longues, et donc pour le deadlift, c'est plus facile. Par contre, ça plie assez vite. Bien sûr, il faut mettre du poids dessus pour que ça plie, mais ça plie assez vite. Et en troisième, vous avez les barres semi-rigides. Typiquement, les barres de l'IPF. Pourquoi est-ce que c'est les mieux ? C'est parce qu'elles ont la solidité d'une barre rigide, donc elles vont pas énormément plier, voire elles vont presque pas plier, et en même temps, si jamais la charge est beaucoup trop importante, ça va plier. Donc en fait, vous avez la durabilité d'une barre souple en ayant les propriétés d'une barre rigide, donc une barre qui se tient. Donc c'est indispensable si vous arrivez à un certain niveau, mais si vous êtes débutant, c'est loin d'être indispensable. L'avantage, c'est que vous avez des bagues, des indicateurs pour vos mains, et vous avez un grip qui est assez énervé. Donc ça peut être bien pour avoir une prise qui est tout le temps la même, une prise répétable, et dans votre dos au squat, par exemple, ça bougera pas. Donc ça, c'est bien. Mais si vous êtes débutant, c'est loin d'être indispensable. Mais je vais quand même la mettre... Allez, disons BB+. Ensuite, on a les poids calibrés. Je parle bien des poids calibrés et pas des bumpers. Bon allez, on va faire la liste. Donc il y a 3 types de poids aussi. Vous avez les poids classiques en fonte, les poids qu'on trouve partout, qui sont assez épais, vraiment des poids classiques quoi. Technogym c'est exactement ça, très classique. Ensuite vous avez les poids bumper. Les poids bumper ils sont beaucoup plus larges et ils sont colorés aussi, et c'est des poids qui ont un contour en caoutchouc, donc vous pouvez les larguer sans avoir à vous inquiéter pour le sol. Typiquement c'est utilisé en haltérophilie, là où ils font du snatch, de l'épaulé jeté, et là où globalement ils lâchent la barre de 2 mètres de haut, voire plus. Et ensuite, vous avez les poids calibrés pour les compétitions de powerlifting de l'IPF. Ces poids sont beaucoup plus fins, beaucoup plus denses et beaucoup plus rigides. L'avantage, vous pouvez en mettre plus sur une barre, c'est le seul avantage que je pourrais trouver. Et ils sont jolis. Et quand vous enquillez les disques là sur les barres, ça fait quand même
classe. Comparé à des vieux bumpers qui sont tout larges là, l'impression que vous soulevez de l'air, bref. À part ça, globalement, ça abîme plus le sol qu'autre chose, c'est plus cher, et c'est plus dur à soulever. Et ça fait le même job que des poids normaux. Donc, c'est le premier après les animaux de compagnie. Voilà. Je vous interromps une dernière fois. À l'heure où sort cette vidéo, je pense et j'espère qu'une liste d'attente pour avoir accès à mes services de coaching est ouverte. Ces services seront mis en place, j'espère, en janvier. Alors, si vous voulez enfin vous tenir à vos résolutions de la nouvelle année, je vous donne rendez-vous dans la description pour réserver votre place. Et à votre place, je me dépêcherai, les places sont très limitées. Nous avons ensuite les utilitaires, on va dire. Donc dedans, je mets magnésie solide, magnésie liquide, les sels à respirer et les élastiques. Pour ce qui est de la magnésie, solide ou liquide, si vous voulez pratiquer de la force athlétique, vous en avez besoin à tous les coups. Donc, magnésie solide, en salle commerciale, c'est en général pas autorisé. Donc, je vais la mettre en S quand même, ça reste un S. Et ensuite, vous avez la magnésie liquide, qui elle est autorisée en salle commerciale, mais on va pas se mentir, il y a un charme en moins. On est là, on se met un truc qui sent fort l'alcool, et puis ça sèche, bref, c'est pas mon style. Alors que quand on est là avec la magnésie solide, il y en a de partout, ça fait des gros nuages de fumée. Moi, je trouve ça chouette. C'est ça l'essence du powerlifting, c'est ça. Ensuite, vous avez les sels à respirer. Donc, c'est de l'ammoniac. Vous savez, c'est les mecs qui font... Puis après, qui... Ouais, ça sent fort, les sels, en général. Donc, ouais. Non, pas ces sels-là. Les autres. Est-ce que c'est utile? Oui, ça donne un shot d'adrénaline évident. Et ça peut vous permettre de soulever plus lourd. Par contre, ça pue. C'est fort, c'est pas agréable, quoi. Franchement, c'est des souffrances inutiles pour des gens qui voudraient débuter la force. C'est parce qu'il faut essayer un jour. Non, vous savez quoi? Thé. Ensuite... Et enfin, pour clôturer cette tier list, on a les élastiques. Oui, on finit là-dessus, ouais, on finit sur les élastiques. Eh ben c'est excellent, c'est excellent. Pour les échauffements, éventuellement, si vous voulez avoir un peu de réduc sur certaines zones, typiquement, moi j'ai les épaules en carton, donc ça me sert tous les jours en fait. C'est très bien. C'est pas ça directement qui va vous faire prendre de la force, mais ça vous permet de le faire en meilleure santé et d'avoir une progression plus durable. Allez. Hop, S. De toute façon, il y a des sets sur Decathlon qui sont pas chers. Hein. Tiens, les sets sur Decathlon, c'est combien? Decathlon. Élastique. Voyez, 19,99. C'est la promo du siècle, pour 3 élastiques en plus. Bon bref, c'est pas cher et ça fait un job excellent pour la santé physique, globalement. Et nous arrivons déjà au terme de cette tier list. J'espère que ça vous aura plu, j'espère surtout que ça va vous aider, surtout que c'est la nouvelle année, d'ailleurs bonne année, j'avais oublié de vous le dire, et en cette nouvelle année, les résolutions sont de mise. Donc si vous êtes mis en tête de prendre de la force, ou de vous lancer dans le powerlifting, bref, et que vous vous demandiez « mais qu'est-ce que je dois acheter pour la nouvelle année ?» Ben voilà, maintenant vous avez la réponse, sous vos yeux ébahis, une tier list complète, gratuite. Elle est pas belle la vie, franchement. Moi, je verrais ça, ce serait super. Bon, oubliez ça et puis ça. C'est des exemples. Non, le corps fonctionnel, c'est important. Mais si vous arrivez à regarder la vidéo, c'est que je pense que vous avez un corps fonctionnel. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me le faire savoir en commentaire. Bien sûr, je lis tous vos commentaires avec grand plaisir et j'y réponds avec grand plaisir aussi. Et si vous ne voulez pas rater de futurs contenus de ma part, par exemple, quelle marque de ceinture choisir, quel type de ceinture choisir, ou d'autres choses, hein, quelle marque de poids, j'en sais rien, bref. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucun de mes futurs bangers. Non, j'ai pas la grosse tête, je connais ma valeur. Allez, sur ce vidéo terminée, je vous laisse, à la prochaine, bisous.